Salut les gens, c'est DobZ et aujourd'hui on se retrouve dans mon cours. Et aujourd'hui on se retrouve pour de l'SVT. Et aujourd'hui on va parler du mouvement et plus particulièrement sur le système nerveux. Commençons tout d'abord par le mouvement. D'abord il faut savoir que durant l'effort les muscles ont un besoin en dioxygène et en nutriments plus important. Et pour fournir tout ça, le rythme cardiaque et respiratoire augmente aussi. Mais du coup, comment est réalisé le mouvement? Pour simplifier, lorsqu'un muscle se contracte, il diminue de longueur. Il tire sur les os auxquels il est fixé par les tendons au niveau des articulations. Les os sont maintenus entre eux par des ligaments. Un ligament, ça relie deux os et les tendons, ça relie les muscles à l'os. Enfin bref, je vais vous faire passer une petite vidéo pour que vous pouvez vous y visionner un peu mieux. Le raccourcissement d'un muscle, lors de sa contraction, exerce une force qui tire sur les tendons. Enfin bref, je vous conseille vivement d'aller voir dans la description pour voir la vidéo en entière. Mais maintenant, on va se poser une autre question. Comment est commandé le mouvement? Et c'est là que nous allons commencer à parler du système nerveux. Le système nerveux est composé de nombreuses cellules, qu'on appelle neurones, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Les neurones sont constitués de membranes, de cytoplasme, de noyaux, de prolongements, qu'on appelle aussi axones, et des dendrines. Enfin bref, c'est le composement du neurone. Enfin bref, vous allez me dire, oh bah c'est bien gentil ce que tu nous dis, mais ça n'a aucun rapport pour l'instant avec le mouvement. Et c'est là que je vais vous dire pourquoi c'est un rapport. Et du coup, c'est là qu'on va se dire quel est le rôle du système nerveux lors d'un effort physique. Rappelons que lors d'un effort physique, le rythme cardiaque accélère, le rythme respiratoire accélère aussi. Donc on consomme plus de dioxygène et on rejette plus de dioxyde de carbone. Et prenons ici pour exemple le nerf phrénique et le diaphragme. À l'effort, l'activité du nerf phrénique augmente en fréquence et donc le rythme d'inspiration augmente aussi et le volume inspiré est plus important. Donc on pourrait dire que le nerf phrénique transmet le message de commande de la contraction au diaphragme, ce qui permet aux poumons de gonfler, donc l'inspiration. Donc le nerf phrénique, le cerveau envoie l'information au nerf phrénique de lui dire tu diras au diaphragme de se contracter, et bah paf, il y va, et le diaphragme du coup se contracte. Nous pouvons aussi prendre exemple du nerf parasympathique et le nerf sympathique qui contrôle la contraction et la décontraction du cœur. Mais dans tout ça, vous allez me dire, à quoi ça sert les neurones? Et bien je vais vous dire tout simplement que les neurones, c'est ce qui sert en fait de route pour l'information. Donc des neurones, il y en a dans le cerveau, mais aussi dans la moelle épinière. Donc normalement, vous avez un petit schéma pour vous montrer où est la moelle épinière. Sur ces routes, donc neurones, le message est électrique. Et quand on est dans une synapse, donc ça veut dire un croisement entre deux neurones, le message devient chimique puis électrique. Nous pouvons voir ici un petit schéma où nous pouvons voir que du coup les messages sont en fait interprétés en neuromédiateurs. Donc du coup entre deux synapses, le message se transforme du coup en neuromédiateur, donc un message chimique, qui va ensuite aller dans les récepteurs pour ensuite se retransformer en message électrique pour continuer son petit chemin jusqu'à venir à l'organe pour lui dire fais ci ou fais ça. Mais ce message d'où vient-il? Eh ben il vient des organes sensoriels. Nous avons en organes sensoriels l'œil, la papille gustative, l'oreille, le nez et la peau qui font du coup les cinq sens, la vue, le goût, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Prenons donc un petit exemple. Une personne normale comme vous et moi va dans Paris. Et là, il voit que le feu est rouge. Donc, du coup, l'organe sensoriel, l'œil, va envoyer une information au cerveau de s'arrêter. Donc, il envoie cette information par le nerf sensitif. Et dans le cerveau, du coup, il y a l'arrivée du message. Ils traitent ensuite l'information. Et ensuite, ils commandent le mouvement. Donc, ils voient le message, ils disent ok, donc c'est feu rouge, du coup, il faut s'arrêter. Du coup, ils envoient il faut s'arrêter à la moelle épinière qui envoie par le nerf moteur au muscle le truc de dire il faut s'arrêter.
Et c'est là que du coup le muscle, donc l'organe effectue le mouvement. Et cela se fait en 1/1000 de seconde. Par exemple, là, quand je parle, et bah, mon cerveau, il dit aux muscles de ma bouche de parler, de dire tel mot. Prenons encore un autre exemple. Nous voyons que le feu est vert, donc on peut passer. Il faut dire ça à notre corps, du coup, qu'on peut y aller. Donc, du coup, la vue du stimuli, donc ça s'appelle comme ça, du coup, ici, c'est le feu vert, qu'on peut y aller. Donc, on voit le stimuli, ok, feu vert, on peut y aller. Donc, on envoie du coup l'image de feu vert au cerveau, donc ça part par des nerfs pour s'arrêter au relais cérébral. Ensuite, à partir d'ici, ça va être envoyé au cerveau où le message va être séparé en plusieurs morceaux. Donc, on va déjà parler du coup de l'arrivée du message. Ensuite, là, ça se décompose en deux. Donc, la vision des formes et la vision des couleurs. Enfin, encore plein d'autres. Hein. Donc, dès que ça a tout fait son petit cheminement, ça va aller en voie ventrale. Donc, reconnaissance et description de l'objet. Donc, dès qu'ils auront tout acheminé les informations, ils vont aller en voie ventrale pour dire, donc voilà, c'est un feu vert, mais ça sert à quoi? Et là, ils vont dire, bah, un feu vert, ça veut dire qu'il faut s'arrêter et qu'on peut y aller, pardon. Donc, du coup, ça envoie l'information, on peut y aller au cortex préfrontal, donc c'est celui qui planifie les mouvements. Donc, il dit, ok, donc on a feu vert, c'est bon. Donc, je vais dire aux autres qu'on pourra y aller. Donc, le cortex préfrontal, il dit aux autres qu'ils peuvent y aller. Donc, ensuite, ils vont aller, cette information-là va aller au cortex prémoteur, qui va du coup organiser les séquences motrices. Donc, il va dire, ok, donc on pourra marcher, donc il faut mettre pied gauche devant, pied droit devant, etc. etc. Et ça envoie ce gros paquet d'informations au cortex moteur qui va ensuite exécuter les mouvements. D'ailleurs, je fais une petite aparté pour vous dire que dans la description, il y a une vidéo de C'est pas sorcier là-dessus. Et maintenant, nous allons parler de maladies liées justement à tout ce bordel. Nous avons la crise d'épilepsie. La crise d'épilepsie, c'est une maladie due à des troubles dans l'activité électrique du cerveau. Les neurones créent du coup un phénomène électrique, comme nous l'avons vu avant, qui s'appelle l'influx nerveux, qui permettent de transmettre un message, ou un message sensitif, etc. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ou encore un ordre moteur, donc les ordres moteurs, c'est par exemple de marcher ou d'effectuer un mouvement. Ces troubles provoquent des crises, donc les crises d'épilepsie, qui en a plein en fait. Il y a plein de sortes de crises d'épilepsie. C'est un peu comme Pokémon, attrapez-les tous. Non, attrapez-les pas, c'est mieux pour. Donc, nous avons deux pôles majeurs. Nous avons le petit mal et le grand mal. Le petit mal, c'est la crise d'épilepsie assez répandue, mais ça va, c'est pas horrible. Donc, le petit mal, ça se déroule pendant quelques secondes. On ne bouge plus. On perd la connaissance, on reste muet, et on a un regard fixe. C'est comme si le mec se mettait en pause. C'est comme si c'était une machine, que tu avais un bouton pause et que tu appuyais dessus, et paf, tu bouges plus. Mais par contre, il ne chute pas. Donc c'est la différence entre grand mal que je vais parler après. Après, à la fin de sa crise, il oublie. Il oublie qu'il y a une crise d'épilepsie. C'est quand même un peu con, parce que c'est un peu con. Le grand mal, cette fois-ci, elle se déroule en 4 phases. Et elle dure entre 5 à 10 minutes. La première phase, elle tombe, elle perd connaissance, la dame, ou le monsieur. Ensuite, il a des secousses musculaires et des morsures de langue. Donc il bouge dans tous les sens, ça va mal, etc. etc. On appelle cette phase l'hypertonie clonique. Bon, vous en foutez. Ensuite, la troisième phase, on a une respiration très bruyante. On a une perte d'urine, donc on se pisse littéralement dessus. Et on est en hypotomie. L'hypotomie, c'est quoi? C'est le contraire de l'hypertonique. Les muscles seront tout raplapla. Ensuite, la quatrième phase, c'est la reprise de connaissance, mais on oublie toujours la crise. Donc, la crise d'épilepsie, quand tu as une crise, après tu l'oublies. Mais quels sont les facteurs qui favorisent les crises d'épilepsie? Les facteurs sont tout simplement quand notre cerveau a trop d'informations à gérer d'un coup. Donc, l'excès de lumière, le stress, le manque de sommeil, l'alcool, le tabac, tout ce que vous voulez, tout ce qui pourrit notre cerveau, et bah ça rentre là-dedans. Si il y a une lumière qui clignote à côté de vous, ça envoie plein d'informations votre cerveau pour dire faut voir l'image de chouette, et bah boum boum boum, c'est n'importe quoi dans le cerveau et ça commence à faire du gros caca.
Donc du coup, ça excite brutalement les neurones et ce qui envoie du coup trop d'informations. Mais on pourrait dire la crise d'épilepsie, ça se soigne? Oui, ça se soigne par des médicaments qu'on appelle des antiépileptiques. Et si on est témoin, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on va surtout parler ici du grand mal, parce que le petit mal on en a rien à foutre, c'est comme ça. Donc du coup, si on est témoin d'un grand mal, il faut enlever tout objet dangereux autour de la personne qui est en train de faire sa crise, car elle bouge dans tous les sens et si elle fait tomber un truc dans sa tête, ça fait un peu mal à la personne. Il faut mettre des vêtements sous la tête pour éviter qu'elle se cogne la tête. Et il faut enlever les lunettes et desserrer le col et la ceinture pour pas qu'elle se fasse mal. Il faut bien sûr essayer de la mettre en PLS. Et donc voilà. Et si besoin, on appelle les secours, mais c'est pas obligé. Une crise d'épilepsie, c'est normal chez les gens épileptiques. S'ils font une crise d'épilepsie, c'est pas obligé d'appeler les secours s'il n'y a rien. Il y a des trucs aussi qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas bouger la victime. Il ne faut pas essayer de la contrôler ou essayer de l'asseoir, parce que sinon elle va retomber si tu essaies de l'asseoir. Et pourquoi il ne faut pas essayer de la contrôler? Car quand tu as une crise d'épilepsie, ta force est multipliée. Je te jure, même une gamine de 6 ans peut te foutre à terre quand elle a une crise d'épilepsie. Faut pas la faire chier. Et il faut rien mettre dans sa bouche. Voilà. On va se dire du coup combien il y a d'épileptiques en France. Dans le monde déjà. Dans le monde, il y a 50 millions d'épileptiques. Et en France, nous avons 500 000 personnes. Donc, ça veut dire 5% de personnes susceptibles de faire des crises d'épilepsie par jour. Nous allons maintenant parler de la tétraplégie, encore une maladie bien chiante à prononcer. C'est excellent, on adore le monde. Enfin bref. Tétraplégie, on peut décomposer le mot. Nous avons tétra qui veut dire 4. Et c'est une maladie très chiante. Tu as ça, je te jure, ta vie se résume à du caca. Parce que c'est tout simplement la paralysie de 4 membres. En général, quand tu te fissures la moelle épinière. Car tout simplement, le message ne passe plus dans tes membres. En général, les 4 membres qui sont paralysés, c'est les 2 jambes et les 2 bras. Tu peux plus bouger, c'est complètement con. C'est souvent quand on a de l'arthrose, la tétraplégie, voilà. Quelques exemples qui peuvent qui peuvent favoriser la tétraplégie. Donc c'est souvent via une chute de cheval par exemple, ou de parapente. Mais il faut savoir que ça ne se soigne pas. L'Alzheimer par Louis Alzheimer, c'est lui qui a rencontré cette maladie. L'Alzheimer, à mon avis, ça doit être la maladie la plus connue, ça se trouve, je ne sais pas, non peut-être pas. Mais elle a été découverte du coup en 1906 et ça arrive, ça compose de 7 stades au niveau du cerveau. Donc les 7 stades, c'est tout simplement un stade de gradation. Le stade 1 c'est rien d'endommagé, le stade 2 c'est un peu endommagé, le stade 3 c'est des déficits cognitifs, etc. etc. Donc l'Alzheimer c'est quoi? C'est un truc qui t'amène à l'oubli, c'est plus vers les personnes âgées. Par exemple, je ne sais quoi moi, tu es sorti dehors pour aller ouvrir la boîte lettres pour voir s'il y avait du courrier, tu descends en bas, et après tu te dis, putain mais qu'est-ce que je fous dehors? Voilà, en fait tu oublies les petites choses. Donc, les symptômes sont tout simplement la désorientation dans le temps, dans l'espace, la difficulté à faire des tâches quotidiennes, comme par exemple aller se brosser les dents, je dis un truc complètement au pif, le changement d'humeur ou de personnalité, les objets égarés, c'est très dur de reconstituer son parcours. Imaginons, on va dire un truc au pif. Vous avez perdu votre portable. Bon, alors je ne sais pas sur quoi vous regardez cette vidéo. Enfin bref, vous avez perdu votre portable. Vous ne savez plus où vous l'avez mis. Du coup, vous dites, bon bah je vais reconstituer mon parcours. Donc, je suis descendu des escaliers. J'étais où avant dans les escaliers? Ah oui, dans la salle de bain. Ah bah c'est bon, il est dans la salle de bain. Et bah ça... une personne touchée par l'Alzheimer ne pourra pas faire ça. On ne peut pas stopper l'Alzheimer, mais on peut la ralentir. Et la cause la plus fréquente, quand tu es atteint par l'Alzheimer, tu peux devenir fou. Enfin, voilà. Ensuite, nous allons parler de Parkinson, une maladie bien chiante qui te fait passer pour un toxicomane. Cette maladie est neurodégénérative. Enfin bref, je vais marquer le nom car je n'arrive pas à lire. Ça veut dire que ça détruit tout simplement les neurones de ton cerveau. C'est nickel.
Donc cette maladie fait perdre progressivement les neurones. C'est plus chez les hommes que chez les femmes et ça fait perdre de l'énergie. Pourquoi ça te fait perdre de l'énergie? Tout simplement pour mon petit Jean-Kevin, c'est parce que tu bouges dans tous les sens tout le temps, tu as les mains qui tremblent, voilà. Ça peut être mortel et en général c'est dû à des effets secondaires de certains médicaments. Donc voilà, c'est déjà fini. Encore une fois, je vous incite à aller dans la description pour aller visionner C'est pas sorcier. Et du coup, c'était mon premier cours. J'espère que ça vous aura plu. Et ça... Merci la moto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas du coup à lâcher un pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Et à dire vos avis dans les commentaires. Sur ce, c'était Top Z. Salut.